Vivre FM Podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Benjamin Moreau, Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Benjamin Moreau. Grâce à vous, nous allons faire connaissance avec Ophélie Printanier-Loriou. Ophélie Printanier-Loriou est une jeune femme de 23 ans. Elle est atteinte d'une infirmité motrice, conséquence de la maladie de Little. C'est une maladie rare qui l'accompagne depuis la naissance. Tous les jours, Ophélie doit lutter contre les douleurs et les raideurs musculaires. Pourtant, vous allez entendre que cette jeune femme a une joie de vivre débordante. Vous allez vous en rendre compte dans quelques instants. Son discours est rempli d'espoir et elle a choisi Vivre FM pour en témoigner et pour nous faire passer de nombreux messages. Nous avons hâte de la connaître, nous restons avec elle grâce à vous et avec vous. Donc place à Ophélie Loriou Printanier. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Le grand témoin aujourd'hui sur Vivre FM s'appelle Ophélie Printanier-Loriou. Bonjour Ophélie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et vous venez nous présenter ce livre, magnifique livre qui s'intitule Un jour à la fois. C'est publié aux éditions Glyph, livre dans lequel vous revenez sur votre parcours de vie. Vous avez 23 ans, vous êtes atteinte d'une infirmité motrice, une maladie rare qui s'appelle la maladie de Little. On y reviendra tout au long de cette émission. C'est votre parcours de vie. Tous les jours, vous luttez contre les douleurs et les raideurs musculaires tenaces. Et même si le destin ne nous a pas épargnés, vous avez tenu à témoigner de votre joie de vivre dans ce fabuleux livre que vous venez nous présenter, parce que la joie de vivre, c'est ce qui vous caractérise. C'est ce que vous dites, si vous deviez vous présenter à nos auditeurs, par exemple, aujourd'hui, comment vous vous présenteriez ? La vie ne m'a pas fait de cadeau, mais pour moi, la vie est un cadeau. Et malgré les épreuves, il faut savoir en faire une force pour profiter de tout ce que la vie nous offre. C'est en tout cas le message que vous avez envie de faire passer avec ce livre. Oui, à travers mon livre. Je vous cite, vous dites « Si je devais me décrire à mes lecteurs, je me définirais comme une jeune fille épanouie qui croque la vie à pleines dents. » C'est tout à fait ça. C'est en tout cas l'impression que j'ai en vous ayant en face de moi aujourd'hui. Alors ce livre, il s'intitule « Un jour à la fois », c'est publié aux éditions Glyph. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez eu l'idée de l'écrire, pour quelles raisons, pourquoi ce livre ? Alors au début, j'écrivais de simples poèmes sur la vie, et puis au fil du temps, j'ai décidé en fait d'écrire mon parcours pour pourquoi pas aider certaines familles de parents d'enfants malades, qui auraient perdu espoir en fait, et leur redonner espoir à travers mon parcours, notamment au niveau scolaire, puisque le mien est atypique. On me donnait très peu de chances de réussite. On me disait que j'allais aller jusqu'au niveau CE2, voire CM1, et après que je devais faire une formation professionnelle. Et moi, je me suis dit que, comme la vie au début, elle m'avait donné une maldonne, comme il arrive parfois dans un jeu de cartes, j'aurais toutes les cartes en main pour réussir et j'allais me battre pour pouvoir prouver que j'aurais mon bac, et j'ai eu un bac économique et social en 2013. Donc à travers votre histoire, à travers votre parcours de vie, vous voulez donner aussi de l'espoir à des personnes qui traversent aussi des difficultés, qui nous écoutent peut-être, qui sont dans des interrogations. Vous voulez leur donner des réponses, quoi. C'est ça, voilà. Qui puissent s'aider à travers mon parcours. Alors vous avez parlé de poèmes, on en lira tout au long de cette émission, parce que c'est vrai que vous avez écrit de magnifiques poèmes que vous avez publiés dans ce livre. Ça vous vient d'où cette envie d'écrire, ce don, on peut parler de don quand même, don d'écriture? Merci. Au début, ça a été une passion. Et puis au fil de mon histoire, ayant vécu d'autres épreuves difficiles que la maladie, ça s'est transformé en fait en thérapie. Ça m'a aidé à m'en sortir. En quoi? Qu'est-ce que ça vous a apporté d'écrire? J'ai mis des mots en fait sur mes mots, parce que au début j'ai voulu essayer d'être aidée par des professionnels, et comme j'y arrivais pas, je me suis dit il faut que je trouve un refuge dans lequel je puisse m'exprimer sans avoir de jugement et essayer de faire passer certains messages que j'arrive pas à faire passer par la parole, essayer de les faire passer par écrit, et du coup ça a fonctionné. L'aventure du livre, ça m'a permis de faire cela. Ça vous a apporté quoi, du coup, l'écriture, c'était une façon d'extérioriser? Voilà, ça m'a permis de me libérer de certains mots, en fait, que j'avais en moi, que j'arrivais pas à dire, et l'écriture m'a permis de le mettre en forme. Comme si, en fait, je peignais une toile avec de la peinture, et que les personnes qui la regardent en fassent l'analyse et se rendent compte, en fait, de tout ce que j'ai vécu au long de mon parcours de vie. En même temps, j'imagine que ça vous a permis de prendre confiance en vous aussi? Voilà. Et de prendre confiance en moi, et aussi me montrer en fait le chemin que j'ai parcouru, parce que quelque part, comme je le vivais, je me rendais pas compte forcément de toutes les épreuves que j'ai surmontées, du chemin parcouru.
Alors Ophélie Printanier-Loriot, vous êtes avec nous jusqu'à 13h. Revenons un petit peu sur votre parcours, sur votre histoire. Vous avez 23 ans, vous êtes atteinte d'une infirmité motrice de la maladie de Little, appelée syndrome de Little. Hein. C'est une maladie qui apparaît dès l'enfance, caractérisée par une paralysie des membres inférieurs ou supérieurs avec une faiblesse musculaire, c'est ça? Oui, moi j'ai les 4 membres d'atteint en fait. À quel âge on vous a diagnostiqué cette maladie? Racontez-nous. À 6 mois de grossesse, en fait, les médecins m'ont fait passer différents tests et sont aperçus en fait que mes membres étaient raides, j'avais des taches au cerveau du côté gauche et du coup ils ont mis le nom de la maladie de Little parce que normalement un bébé, ça s'assoit, enfin c'est pas raide, on peut, faire des mouvements comme le mettre les jambes en grenouille et tout ça et moi on pouvait pas tellement mes membres étaient raides et rétrécis en fait. Donc c'est une maladie qui se diagnostique avant la naissance, quoi. Oui, voilà. Enfin, moi, c'est dû en fait au manque d'oxygène à ma naissance. J'ai été victime d'un manque d'oxygène et j'ai été prématurée. En fait, ma maman a accouché à 7 mois de grossesse. D'accord. Donc du coup, vous avez dû apprendre à vivre avec cette maladie. Oui. Vous avez grandi avec cette maladie. Quel souvenir vous gardez de votre enfance, du coup? Une enfance assez dure. Moi, je dirais que la maladie, elle m'a volé mon enfance, puisque ça a été beaucoup d'opérations pour tenter d'améliorer le quotidien. Parfois des opérations sans aboutissement, en fait, parce que moi, on m'a dit que j'allais marcher avec des béquilles. Après, on m'a fait croire que j'allais marcher sans aide technique. Puis finalement, je me suis aperçue au fil du temps que ma situation, elle n'a pas changé, en fait. Il y a des opérations chirurgicales possibles. Oui, voilà, pour essayer d'étirer les muscles au maximum pour éviter qu'ils se rétractent, en fait, durant l'adolescence ou la vie d'adulte. Mais malheureusement, il y a des opérations qui fonctionnent pas. Enfin, pour ma part, qui n'ont pas fonctionné. Après, quand on me pose des questions sur mon site internet sur ces opérations, de mon côté, moi, je reste toujours objective à travers mon vécu. Parce que je me dis que c'est pas parce qu'une opération a pas réussi sur moi qu'elle réussira pas sur un enfant atteint de cette maladie-là également. D'accord. Donc, vous êtes allé à l'école. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de votre école, votre parcours scolaire? À la fin, il était très bien parce que j'ai eu mon bac. C'était inespéré. Pour moi, c'était une chance d'avoir ce bac. Mais au début, la primaire, c'était assez dur parce que je suis rentrée à 7 ans dans un IEM, dans un institut d'éducation motrice. Et là, mes yeux ont été confrontés à des trachéotomies, gastrostomies. Donc, c'est très dur à voir quand on est petite. En fait, je suis rentrée dans cet institut parce qu'en fait, je ne pouvais pas... concilier les soins et le scolaire, c'était trop compliqué. J'avais accumulé trop de retard au niveau quand j'étais en ordinaire dans ma primaire. Donc j'ai été obligée de rentrer dans ce centre pour faire mon CP et jusqu'à au CM2 en fait parce que après l'institut s'arrête au CM2, il y a plus rien qui. Vous êtes allé au collège normal après? Oui, avec une classe incisée dedans, une Ulysse. En fait, c'est quand vous avez pas le niveau, vous allez dans cette classe qui est intégrée dans le collège. Et quand vous avez le niveau, par exemple, moi j'avais le niveau en français quand je suis sortie de l'UM Charlemagne, eh bien j'allais dans une classe avec des collégiens valides qui m'étaient attribués en début d'année en fait. Et sinon, quand on n'a pas le niveau, on va dans cette classe UPI. Et là, il y a une enseignante à la carte qui se met au niveau de chaque élève handicapé et du coup adapte ses exercices pour avoir comme objectif qu'ils puissent l'année suivante intégrer cette classe ordinaire avec les collégiens valides. Par exemple, moi, je suis arrivée au collège, j'ai intégré que l'histoire géo et le français. Et après, grâce à une professeure, par exemple en anglais, j'ai rattrapé les 2 trimestres, le premier et le deuxième, au 3e trimestre de 6e, en fait, l'anglais. Et du coup, j'ai réussi à intégrer l'anglais l'année suivante grâce à cette professeure qui me donnait des cours particuliers. Et j'ai intégré de plus en plus de matières comme ça pour qu'en 3e, j'ai plus du tout de soutien UPI en fait et que j'ai intégré une classe totalement normale avec des collégiens valides. Et du coup, j'ai pu passer mon brevet des collèges à la fin. Vous aviez envie de réussir en tout cas. Oui, c'était mon but pour prouver aux équipes médicales en fait qu'elles avaient tort au début dans l'institut médicaux où j'étais et qui disaient à mes parents qu'il fallait que j'aille dans un milieu spécialisé dans la continuité de l'IEM. Et moi, j'avais besoin de sortir de cette bulle, en fait, d'handicap. C'est pesant à la longue. Puis de prouver, oui, que je suis capable de faire autre chose que d'être dans un institut spécialisé. Mais à quel moment vous avez eu conscience de ça, de cette envie, justement, de prouver aux autres que vous pourriez arriver vous aussi?
Vous vous souvenez de ça ? Oui, c'est quand j'ai fini mon CM2 en institut et qu'on m'a dit là il faut continuer mais vers une formation professionnelle dans les fleurs ou la menuiserie, et je me suis dit non, moi je peux pas, moi j'ai envie de passer mon bac comme tout autre élève, et je me suis dit que même si je réussissais pas, au moins j'aurais tenté. Pour moi, l'handicap n'est pas une différence, je le dis tout le temps, c'est une personne avec qui j'apprends et je vis au quotidien. Et je me dis, oui, que j'avais besoin de prouver. Et à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, quand je revois ces équipes, après de nombreuses années, ils me disent que finalement, j'ai bien eu raison de tenter, puisque oui, j'ai réussi, j'ai eu un bac. Donc, ils ont dit qu'ils s'étaient trompés, en fait. Mais ils pensaient pas qu'avec le rythme, j'allais tenir le coup, tout, avec les soins, j'allais réussir à tout faire en même temps. Donc c'est un point sur lequel on peut appuyer quand même aujourd'hui, c'est que on peut saluer, vous avez une force de caractère justement pour vouloir réussir, avoir envie de faire ce que vous aviez envie, d'intégrer la scolarité normale. Mais ça prouve encore qu'en France, aujourd'hui, le handicap est victime de préjugés. Parce qu'on est handicapé, on ne peut pas aller à l'école normale, c'est ça ? C'est ça. Avec la fatigue, la maladie, on ne pourra pas assumer. Et pourtant, on y arrive. C'est sûr, à notre rythme. Je suis arrivée au collège, j'avais 2 ans de retard en maths et un niveau CM2 en français fragile. Mais j'ai passé plus de temps dans les devoirs. Je me suis donné plus de mal. C'est sûr, je me dis, peu importe le temps que ça prend, du moment qu'on arrive à la même chose que tout le monde, les valides, je me dis que pour moi, le pari, il est gagné, en fait. Est-ce que vous avez pu trouver du soutien de la part de vos camarades, le regard des autres, justement, pendant votre scolarité ? Au collège, il a été très bien. Mais le jour où je me suis retrouvée au lycée ordinaire, sans classe intégrée spécialisée, ça a été très dur, en fait, de pouvoir me créer un cercle, parce que souvent le fauteuil, c'est un frein. Mais moi, je préfère que les gens ils viennent me poser les questions, savoir ce que j'ai, etc., que de me regarder bizarrement. Ou en fait, au lycée, les élèves souvent, ils me demandaient, par exemple, de leur donner mes cours quand ils n'avaient pas fini de copier les leurs, et ils me faisaient mon plateau. C'était plus du chantage. En fait, j'ai un peu un mauvais souvenir de mes années de lycée. J'ai plus de bons souvenirs avec mes années de collège. Et pourtant, lorsque vous êtes arrivée au lycée, vous étiez très heureuse. C'est ce que vous racontez dans votre livre. Oui, c'était un rêve pour moi. On m'aurait dit 10 ans avant, tu vas au lycée, je l'aurais jamais cru. Vu mon parcours, non, c'était pas possible. Mais en même temps, moi, je dis que le mot impossible fait pas partie de mon vocabulaire. Donc voilà. Tout est possible. Ophélie Printanier, Loriot reste avec nous. Vous êtes le grand témoin du jour sur Vivre FM. Je rappelle votre livre, il s'intitule Un jour à la fois. C'est publié aux éditions Glyph. Un magnifique témoignage d'espoir. Restez avec nous, on marque une courte pause et on revient juste après sur Vivre FM. Vous écoutez Le Grand Témoin. Défi du quotidien jusqu'à 13h sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Le grand témoin sur Vivre FM s'appelle Ophélie Printanier-Loriot. Elle vient nous présenter son livre intitulé Un jour à la fois, publié aux éditions Glyph. Livre dans lequel vous revenez sur votre parcours de vie. Un livre rempli d'espoir et de joie de vivre, comme votre personnalité d'ailleurs. C'est votre état d'esprit malgré les difficultés du quotidien. Je rappelle que vous êtes atteinte d'une infirmité motrice, la maladie de Lytel. On en a parlé en première partie. Dans ce magnifique livre, vous revenez sur cette maladie, mais aussi sur votre force d'esprit, votre courage. Et on en était tout à l'heure, avant de terminer cette émission, sur le moment où vous êtes arrivé au lycée. Ça, c'était votre rêve le plus cher, intégrer le lycée, continuer vos études comme tout le monde. C'est ça, une structure en fait ordinaire, sans classe spécialisée, ordinaire avec des gens valides. Dans quel état d'esprit vous êtes lorsque vous intégrez le lycée, ce premier jour de rentrée ? Je suis un peu stressée, notamment sur le regard des autres. Mais après, je me dis qu'ils viennent tous me poser des questions où moi j'irai vers eux pour pas qu'il y ait en fait cette barrière entre nous, pour que tous les tabous soient éclatés et puis pour qu'on puisse me considérer finalement comme une personne valide et non voir le fauteuil, une personne à part entière. Que le fauteuil ne soit pas un frein entre nous en fait. Malgré ça, il y a quand même eu des désillusions, lesquelles ? À quel moment vous vous êtes rendu compte que ça allait pas être si facile que ça ? En fait, la première année en seconde, je pense que le fauteuil était quelque chose de nouveau. Donc, quelque part, j'attirais un peu les attentions. Mais en première, ça a été vraiment difficile. Ça a été très difficile parce que au début, je croyais à certaines amitiés. Puis en fait, au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était par, entre guillemets, intérêt. Et du coup, là, ça fait mal. C'est la douche froide. C'est-à-dire par intérêt ? Par exemple, si je voulais qu'on me fasse mon plateau à la cantine, il fallait que je donne mes cours
que mon AVS avait écrit en fait le cours précédent. Donc en fait, c'était par intérêt. Donc les autres camarades se servaient de vous pour que vous leur donniez les cours, c'est ça? C'est ça. Et puis moi, si je voulais manger, j'avais pas le choix. Fallait bien que quelqu'un m'aide pour faire mon plateau. Donc c'était en fait du donnant-donnant. Enfin, c'était service. Je t'en fais un, mais tu m'en fais un. Enfin, c'était pas une relation amicale comme normalement on a. Enfin. Et les professeurs avec vous, comment étaient-ils? Alors en seconde, ça allait, mais à partir de la première, on me disait faudrait que vous alliez dans une classe spécialisée avec des élèves comme vous. Vous y réussirez pas à avoir votre bac. Des fois, on me disait même pas bonjour, on m'ouvrait même pas les portes quand il pleuvait. Enfin, c'était vraiment dur de. Alors après, j'en voulais pas forcément aux élèves parce que comme entre guillemets les professeurs ne montraient pas l'exemple, je me disais déjà si les professeurs ne montrent pas l'exemple, comment les élèves peuvent m'intégrer en fait dans leur groupe puisque on dit toujours que les adultes doivent montrer l'exemple. Donc en même temps, je comprenais cette situation malgré que je l'acceptais pas. Hein. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes resté dans ce lycée? Oui, j'ai décidé de rester sur ce lycée, même si le centre de soins qui me suivait voulait que j'aille dans un institut à Bordeaux à l'époque, me disait faudrait que je continue du coup avec des élèves handicapés où là du coup je serais intégrée parce que personne se moquerait de moi puisqu'on serait tous dans le même bateau. Mais moi du coup j'ai refusé, je me suis dit je me suis battue pour arriver dans un milieu ordinaire, je vais pas reculer. Pour moi c'était comme reculer en fait il y a quelques années en arrière. Donc je me suis dit tant pis, je suis là pour avoir mon bac et c'est la seule chose qui m'importait après. Et du coup j'ai fait 2 ans dans cette situation, ça a été difficile moralement puisqu'en plus j'ai fait face à la perte d'être chère. Mais du coup je me suis dit que pour eux aussi je devais me battre et pour ma famille qui avait confiance en moi et que voilà, quoi qu'il arrive, fallait que je continue. 2 ans c'était rien, même si en fait c'était long, mais pour moi c'était rien. Donc ce bac vous l'avez obtenu? Voilà. Ça, c'est votre plus grande victoire et votre plus grande fierté. Aujourd'hui, vous êtes en BTS commerce, c'est ça? Ouais, du coup, j'ai arrêté suite à des soucis de santé. Mais oui, j'avais fait un bac, un BTS MUC, Management des unités commerciales. Mais en fait, c'est pas ça au départ que je voulais faire. Je voulais travailler avec les personnes âgées pour des raisons personnelles d'abord, parce que j'ai eu une relation fusionnelle avec mon arrière-grand-mère. Et parce que les personnes âgées est un monde qui m'a toujours passionnée. Et moi, j'aurais aimé en fait accompagner les fins de vie et être une épaule sur laquelle elles peuvent se reposer en fait. Mais du coup, j'ai toujours eu des refus malgré des stages que j'ai fait dans certaines maisons de retraite pour faire la formation. Quand j'ai dit est-ce qu'il serait possible de m'adapter la formation, c'est-à-dire enlever le module des toilettes et des transferts parce que ça, c'est des choses que je peux pas faire, j'en suis consciente. On m'a répondu que c'était pas possible, fallait faire la formation en totalité ou rien. Et du coup, j'ai toujours eu des refus, donc. Donc là, aujourd'hui encore, ça serait votre rêve, mais vous trouvez pas de formation pour ça, quoi. Ouais, voilà. Là, je me pose à un frein, mais bon, je perds pas espoir. En attendant, je fais d'autres projets, mais ça serait un de mes rêves aussi. C'est à la limite ce que je vis le plus mal dans mon handicap. En fait, c'est pas la maladie en elle-même qui me fait souffrir, c'est plus sur mon avenir, en fait. C'est ce qui me fait le plus mal dans le handicap. C'est-à-dire vous vous posez des questions sur votre avenir, sur ce que... Est-ce que je vais réussir à faire ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je vais aller au bout de mon projet professionnel qui me tient tant à cœur en fait et que j'arrive pas aujourd'hui à prouver à ces personnes qui dispensent de la formation que même étant en fauteuil, même ayant un poste adapté, on peut le faire en fauteuil? Puisque j'ai fait 15 jours de stage et que ça s'est très bien passé. Et justement, il y avait une relation forte entre moi et les personnes parce que quelque part, elles me disaient « Oh, vous nous comprenez parce que vous êtes comme nous ». Donc, il y avait une certaine compassion, en fait, entre nous, malgré qu'elles soient âgées et que moi, je sois jeune, en fait. Ophélie, ça vous vient d'où cet attachement pour les personnes âgées c'est parce que, toute petite, j'ai noué une relation fusionnelle avec mon arrière-grand-mère que j'appelais tous les jours, que j'allais voir très souvent et du coup, je pense que c'est elle et je pense que si je veux travailler dans ce milieu-là aussi, c'est parce que maintenant, aujourd'hui, elle est décédée et que du coup, je pourrais pas combler ce mal parce que jamais je pourrais le combler, mais donner cet amour que j'ai encore en moi et j'ai envie de le partager parce que malgré mon handicap, en fait, l'une de mes vocations à moi, c'est d'aider les autres par différents moyens. Donc là aussi, ce serait les aider en leur apportant du bonheur à elles aussi.
Votre arrière-grand-mère à qui vous consacrez des lignes dans votre livre, ce livre qui s'intitule Un jour à la fois, forcément, puisqu'il a marqué votre parcours de vie. Elle est décédée en 2014. 2011. 2011. Vous lui avez écrit un poème. Oui, c'est le premier poème que j'ai écrit avant même mon livre. Ce serait sympathique si vous acceptiez de nous le lire, de le faire partager à nos auditeurs. Je rappelle que dans votre livre, il y a beaucoup de poèmes que vous écrivez, puisque vous écriviez avant des poèmes, ce que vous nous avez expliqué. Vous pourrez nous lire ce poème que vous avez écrit pour votre arrière-grand-mère, Ophélie ? Oui, je vais le lire. Donc, il s'intitule « La perte d'un être cher ». Donc, comment la définir ? On ne peut le faire car chaque individu a une manière de le ressentir. On ressent tout d'abord de la colère. On aimerait être libre comme l'air, courir vers les cieux pour revoir avec les yeux l'être aimé qui nous manque tant. La douleur ne s'atténue jamais, même avec le temps. On a un sentiment qu'on ne peut décrire, pas même ce que l'on peut ressentir. On a souvent le soir un sentiment de désespoir, car on ne sait qu'on ne reverra pas l'être aimé, mais on est sûr d'une chose, c'est que l'amour est pour l'éternité. Cet amour porte l'être qui est sur terre, mais soudain cet être a des perles de nacre qui ruissellent le long de ses joues, car l'être a des sentiments. Il ne peut s'empêcher de prendre de l'encre et d'écrire à son être cher qu'à ses yeux, pour lui il était tout, mais aussi qu'il nous manque tant. La mort a la cruauté de nous séparer, mais l'amour a le pouvoir de nous réunir pour l'éternité. Voilà, magnifique poème d'Ophélie Printanier-Loriot qu'on retrouve dans votre livre Un jour à la fois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous écrivez, comment ça vous vient tout ça ? Alors je pourrais pas l'expliquer, la seule chose que je peux vous révéler qui est un secret, c'est qu'en fait j'écris la nuit, j'écris jamais la journée. J'écris la nuit, j'ai un sommeil léger et du coup je prends un crayon et je prends une feuille et je sais pas, j'écris un mot puis un deuxième et puis voilà, les poèmes se créent, les textes se créent et je ne saurais l'expliquer en fait. Ça coule de source comme ça. Voilà, c'est ça. Et ce livre, il a été facile à écrire aussi ? Oui, parce qu'il a été écrit en fait au moment, dans une période très difficile où je suis tombée dans l'anorexie et j'ai eu vraiment besoin de mettre des mots sur mes mots pour le coup. Et là, j'avais vraiment ce besoin d'écrire. Et du coup, là, il a été écrit à ce moment-là en fait. Alors, vous êtes tombé dans l'anorexie, ce que vous racontez dans le livre, vous parlez même d'anorexie émotionnelle suite à un événement tragique, un traumatisme, on peut dire. C'est ce qui s'est passé, Ophélie. Ouais. J'ai été victime d'une agression de la part d'un de mes membres de ma famille. Et du coup, j'ai attendu 2 ans avant d'en parler à qui que ce soit. Et je préférais en fait me faire du mal à moi-même plutôt qu'à mes proches, les préserver en quelque sorte. Même si je sais que oui, c'est pas bien de se faire du mal à soi-même, mais moi je suis comme ça, je prends sur moi. Là, du coup, j'ai peut-être pris un peu trop sur moi parce que je suis tombée dans l'anorexie, j'ai tombé à 29 kilos. Donc il était vraiment temps que je parle. Donc on vous a fait du mal et vous avez préféré vous faire du mal ? Oui, c'est ça. J'ai préféré préserver mes proches. Même si je savais qu'il fallait... j'aurais dû le dire avant de me faire du mal, mais c'était plus fort que moi. Et vous avez eu conscience tout de suite que c'était ce qu'on vous faisait ou vous avez pris conscience plus tard ? Que c'était pas bien, j'en ai eu conscience tout de suite. Que je me faisais du mal, je le savais. Mais par contre, je savais pas que ça allait me conduire aussi bas et à une anorexie émotionnelle. Mais j'étais consciente que je maigrissais. En aucun cas, je voulais maigrir. Je me suis jamais fait vomir. Comme les anorexies mentales, en aucun cas tout cela. Mais non, j'aurais pas pensé que ça me fasse tomber aussi bas. J'aurais pensé pouvoir surmonter ce traumatisme, comme j'ai fait toutes les épreuves de ma vie. Mais là, non, c'était pas possible. Surtout un traumatisme comme ça, c'est dur de passer au-dessus. Même encore aujourd'hui, pour moi, il est difficile d'en parler et de passer au-dessus. C'est la raison pour laquelle j'ai fait un 2e livre qui va bientôt paraître et du coup, où j'y raconte le combat pour essayer d'être reconnue et entendue par la justice. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais je perds pas espoir, l'espoir fait vivre. Et vous avez de nombreux projets justement, on va en parler en 3e partie d'émission. Restez avec nous, Ophélie Printanier-Loriot. Dans un instant, la suite de cette émission, vous êtes le grand témoin du jour et je rappelle le titre de votre ouvrage, il s'intitule Un jour à la fois, c'est publié aux éditions Glyph. Et un 2e livre vient de sortir d'ailleurs, on en parle juste après la pause. Midi 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès.
Nous passons un excellent moment en compagnie d'Ophélie Printanier-Loriou, qui est notre grand témoin aujourd'hui sur Vivre FM. Elle vient nous présenter son livre intitulé Un jour à la fois. C'est publié aux éditions Glyph, livre dans lequel vous revenez sur votre parcours, votre vie, un livre rempli d'espoir. On vient de le voir durant toute cette émission. Quel a été le retour des lecteurs justement, parce que vous êtes très suivi sur les réseaux sociaux, sur Internet. Vous avez un site Internet aussi, Ophélie? Oui, c'est syndrome-little.com ou alors ma page Facebook qui est Ophélie, un combat, le syndrome de Little, son histoire. Vous avez plus de 4000 personnes qui vous suivent, c'est ça? C'est ça, voilà. En quoi c'est important ce lien avec ces internautes? Au début, sincèrement, je pensais pas qu'il allait se créer un lien virtuel aussi fort, si je peux m'exprimer comme ceci. Et puis, au fil du temps, c'est devenu une famille virtuelle, en fait, parce que je reçois beaucoup de messages privés qui me demandent « Mais comment vous avez fait, vu votre parcours, pour traverser tout cela ?» Ou encore des parents d'enfants ayant la même maladie me demandant « Mais on doit envoyer notre fils en milieu spécialisé, comment vous avez fait pour passer du milieu spécialisé au milieu ordinaire ?» Enfin, il y a un véritable échange qui se fait entre nous. Et c'est ça, en fait, qui est chouette. Au début, moi, je voulais simplement faire connaître la maladie. Sauf que là, en fait, c'est devenu comme, j'ai envie de dire, un mini-forum, en fait. Enfin, il y a un véritable échange. Et même entre les internautes, des fois, il n'y a pas que moi. En fait, je vois les autres internautes qui échangent entre eux au niveau de leur âge, dire « Ah, mais toi, tu as subi telle intervention, comment ça s'est passé ?» Enfin, pour moi, c'est plus une communauté maintenant. C'est ça qui est formidable, en fait. Puis votre témoignage permet d'aider, d'éclairer d'autres personnes. C'est ça qui est formidable. Voilà. Je pense que ma maman aurait été contente, en fait, en 93, quand je suis née, à avoir, en fait, un soutien sur Internet, parce que cette maladie était très peu connue et peut-être qu'il y a des opérations que je n'aurais pas faites s'il y avait eu Internet et cette information, en fait, qui aurait permis peut-être de réfléchir sur certaines interventions à faire ou non, en fait. Peut-être qu'il y a des choses dans mon parcours, je ne les aurais pas faites nécessairement. Votre maman, justement, vos proches, quel rôle ont-ils joué dans vos différentes victoires, justement? Un véritable soutien et j'ai envie de dire, comme vous m'avez dit tout à l'heure, une force de caractère, mais je pense qu'en fait, je la tiens de là, parce qu'ils m'ont toujours fait confiance et je pense que c'est grâce à eux, du coup, que je me suis pas apitoyée sur mon sort et que je vais de l'avant. Je pense que c'est important aussi d'avoir le soutien de ses proches. Enfin, ça fait partie du combat aussi. Alors cette force de caractère, on la ressent dans ce livre qui s'intitule Un jour à la fois, c'est publié aux éditions Glyph. Ophélie Printanier-Loriou, vous ne vous arrêtez plus puisque vous venez de publier un deuxième ouvrage. Oui. Un deuxième ouvrage qui revient sur un événement traumatisant de votre parcours de vie, on en a parlé tout à l'heure. C'est quoi le titre de ce livre? C'est Au nom de l'espoir. Alors, c'est quoi l'objectif de ce livre? L'objectif de ce livre, en fait, c'est, ayant été victime d'une agression, essayer de montrer le combat pour être reconnu et entendu par la justice. Parce que à l'heure actuelle, ce n'est toujours pas le cas, mais je ne perds pas espoir parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'espoir fait vivre, en fait. Donc, je montre à travers ce livre toutes les démarches que j'ai faites. Parce que pour l'instant, c'est très compliqué de faire reconnaître cet acte par la justice, c'est ça? Voilà, exactement. Donc vous avez voulu coucher sur papier toute cette histoire? Voilà, c'est ça. Et pour aussi, à la fin, je ne suis pas reconnue, mais je laisse un message d'espoir et pour les victimes qui seraient soit dans le silence comme moi, parce que je reviens sur tout ce parcours que j'ai eu depuis le début, soit pour des victimes qui seraient dans le silence comme moi, donc qui n'oseraient pas parler et qui se diraient qu'ils ne seraient jamais crus, les aider peut-être à pouvoir briser le silence, ou au contraire, qui auraient perdu espoir dans le parcours et s'arrêtent en chemin de parcours et ne terminent pas. Donc, leur montrer que il faut aller jusqu'au bout, même si on n'est pas entendu ni reconnu, il ne faut pas perdre espoir, il faut continuer à y croire toujours. Donc, Au nom de l'espoir, c'est votre deuxième livre, Ophélie Printanier-Loriou, oui. Un livre avec une couverture qui est assez symbolique pour vous. Ah oui, c'est un puzzle en fait, parce que pour moi, la vie est un puzzle. C'est des pièces qui s'emboîtent, qui se déboîtent. Et ce livre ce puzzle est rempli de couleurs. Et en fait, à l'intérieur de ce puzzle, j'ai colorié des pièces en noir qui symbolisent en fait les traumatismes dans ma vie en fait. Donc, et il y a une colombe en fait, le symbole pour moi de l'espérance. Et ce livre a été aussi facile à écrire que le premier? Oui, mais il a été facile à écrire rapidement, j'ai envie de dire, mais ça a été très coûteux émotionnellement en fait.
Parce que quelque part, j'ai remué le couteau dans la plaie pour pouvoir exprimer ce traumatisme que j'ai vécu et toute cette démarche que j'ai entamée judiciaire avec ces échecs, malheureusement. Donc ce nouveau livre, hein, Au nom de l'espoir, vous avez un autre projet aussi qui vous tient à cœur. Oui. Quel est-il ? C'est en fait d'adapter toute mon histoire, donc le premier livre et y compris le deuxième, en film en fait. Pour montrer mon histoire, mais à l'écran, parce que beaucoup de personnes m'ont dit que mon livre était poignant en fait en le lisant. Il y en a même qui ont pleuré, des internautes m'ont dit. Mais je pense que en fait au cinéma, adapté en film, ce serait encore davantage plus poignant, montrer la réalité des choses. Et que prouver encore une fois que malgré le handicap, tout est possible. Faut faire de ses rêves une réalité. Alors comment on fait quand on veut voir son histoire adaptée au cinéma ? Est-ce que vous avez mis en place des démarches déjà ? Est-ce que vous êtes allé taper aux portes ? Racontez-nous. Oui, faut faire des démarches. Pour ma part, moi j'ai contacté l'agence d'Alexandra Lamy parce que je souhaiterais lui soumettre ce projet parce que c'est une personne que j'admire beaucoup. Et du coup, je lui ai écrit un courrier à son attention, en fait, à son agence artistique à Paris. Et du coup, j'attends une réponse. Mais qu'elle soit positive ou négative, je ne serai en aucun cas déçue parce que j'aurais tenté et voilà, peu importe la réponse. Au moins, j'aurais pas de regrets, en fait. J'aurais fait tout ce que je pouvais pour essayer d'atteindre ce rêve qui est pour moi un rêve, oui. En quoi c'est important de voir que ce projet aboutisse pour vous ? Encore une fois, si ça peut aider certaines personnes qui, par exemple, aiment pas la lecture, parce que tout le monde n'aime pas la lecture, et du coup, je me dis, peut-être qu'ils préféraient le voir en film. Et encore une fois, si ça peut les aider, à travers mon histoire, voilà, pour moi, ma mission, elle est accomplie. Et puis, c'est une nouvelle façon de parler du handicap, on n'en parle jamais assez. Voilà. Et puis, je pense que pour moi aussi, vu mon traumatisme que j'ai subi, ça me permettrait de reprendre confiance en moi, en fait. Et puis, encore une fois, de me dépasser et de dire que le handicap n'est pas un frein. On peut faire du cinéma, on peut écrire, on peut faire plein de choses comme tout le monde, finalement. Quels sont vos rêves maintenant, vous, après ce film, alors, ce film ? Et puis, pourquoi pas un 3e livre ? Et puis après, pourquoi pas, finalement, puisque je suis pas acceptée dans les métiers avec les personnes âgées, pourquoi pas percer dans le artistique et puis quelque part faire le métier que je rêvais de faire avec les personnes âgées, pourquoi pas le faire en bénévolat finalement. Là, je sais que ça sera possible puisque le bénévolat, personne ne refuse. Vous parlez du milieu artistique, justement, vous vous êtes présentée à l'élection Miss Handy France il y a quelques années. Oui. Vous avez été élue première dauphine. Oui. Pourquoi c'était important pour vous de participer à ce concours ? Pour... je pense valoriser la personne handicapée et changer les regards aussi sur le handicap. Montrer encore une fois que c'est possible, malgré d'être en fauteuil, d'être Miss Handy France. C'était avec Mode H, c'est ça que vous aviez participé à Oui, j'ai ce concours ? aussi participé à Mode H. Là, c'est différent, c'est plus un défilé de vêtements pour personnes handicapées, mais aussi qui sont faits sur des personnes valides, pour prouver que nous, personnes handicapées, on peut aussi porter les mêmes vêtements que les personnes valides, en fait. Tout en ayant, bien sûr, des choses pour les adapter, comme des scratchs qui ne se voient pas, des fermetures faciles à enlever, toutes ces choses-là. Tous ces événements sont faits pour justement un petit peu bousculer les préjugés et faire changer le regard des autres sur le handicap. Exactement. Alors Ophélie, reste avec nous, on a quelques questions d'auditeurs qui nous ont envoyées sur les réseaux sociaux. C'est l'heure des questions des internautes. Et on a une première question de Patricia qui nous écoute dans le 12e arrondissement. Bon, elle vous demande quels sont les rêves que vous voudriez réaliser. Bon, elle n'a pas encore écouté l'émission forcément parce qu'elle nous a envoyé les questions avant. Mais si vous pouviez lui résumer un rêve. Donc le rêve, ce serait d'adapter mon histoire en film en fait. Pour... une fois de plus, redonner espoir à des personnes qui l'auraient perdu à travers mon parcours. Et j'ai aussi d'autres rêves qui ne concernent pas le handicap, mais qui m'aident à surmonter mon handicap. C'est aider aussi les animaux dans les associations, les animaux maltraités en fait, parce qu'ils m'apportent beaucoup de bien-être en fait dans ma maladie. Et moi, je fais partie d'une association Lévrier et compagnie en fait. C'est des chiens martyrs d'Espagne. Nous en avons adopté 3 au total.
Une autre question de Laure de Paris 17e, une auditrice assez curieuse. Elle vous demande si vous avez une vie sentimentale, Ophélie. Non, en fait, vu mon traumatisme que j'ai vécu, non, j'ai pas de vie sentimentale. Ou alors, vie sentimentale avec les 4 pattes. Parce que au moins, eux sont fidèles et eux nous expriment leur compassion. Il n'y a que ça de vrai. Et une autre question de Bruno Devry. Il voudrait savoir si vous deviez écrire un autre livre, ce serait sur quel sujet, Manon ? Alors, totalement différent, pas sur mon parcours ni le handicap, mais en fait sur le deuil. Parce que moi, comme j'ai perdu beaucoup de personnes, notamment mon cousin et mon arrière-grand-mère, et j'ai eu beaucoup de jugements. On m'a dit, mais maintenant, ça fait plusieurs années, il faut remonter la pente, etc. Je pense qu'on fait jamais son deuil. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, sur la mort, en fait, sur le deuil. Montrer que même si on fait pas son deuil, on vit avec, on apprend à vivre avec, mais on n'oublie pas. Voilà, vous pensez qu'il faut apprendre à vivre avec la perte de notre cher, c'est ça ? Oui, mais pas dire on fait son deuil, parce que pour moi, ça n'a pas de sens comme expression, en fait. C'est pas son deuil. On n'oublie jamais, forcément. C'est ça. Ophélie Printani-Loriou, merci beaucoup d'être venue témoigner sur l'antenne de Vivre FM. Je rappelle que 2 livres sont disponibles à ce jour. Oui. Le premier, Un jour à la fois, c'est publié aux éditions Glyph. Et puis le tout dernier, Au nom de l'espoir, qui est publié... sur The Booking, en fait. D'accord, on peut le trouver facilement sur Internet, quoi. Oui. D'accord. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Un petit mot peut-être pour toutes les personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux et puis pour nos auditeurs qui vous ont écouté aujourd'hui. Je vous remercie tous. Vous êtes formidables. Jamais j'aurais pensé avoir autant de soutien. Donc encore une fois, un grand merci à tous. Merci beaucoup Ophélie Printani-Loriou. À très bientôt et bonne continuation. Au revoir. Vivre FM podcast.